À l'occasion de la commémoration du 32e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, mais également en commémoration du 547e jour de guerre à l'échelle totale qui correspond à 1 an et demi exact depuis le début du conflit à grande échelle, j'ai souhaité montrer une compilation photo et audio des souvenirs de ma vie que j'ai eue en Ukraine pendant les années surtout de 2013, 2014 et 2015. En préambule, il est important de noter que la constitution ukrainienne permet réellement de protéger la nation ukrainienne. À titre d'exemple, le non-cumul des identités. En France, on va parler de cumul des nationalités, mais on parle bien de cumul des identités. En Ukraine, il est interdit de cumuler les identités et les nationalités. Cela permet ainsi d'avoir une pleine égalité entre les personnes, car comme on sait en France, il y a beaucoup d'abus sur les personnes qui sont doubles et trinationales. Également, le travail. Quand un travailleur étranger souhaite arriver et travailler en Ukraine, il doit prouver et démontrer qu'il ne va pas prendre la place d'un travailleur ukrainien. Donc ce sont des mesures logiques quand on veut protéger son pays. Rien de surprenant. D'autres pays dans le monde ont aussi des mesures similaires, par exemple le Japon. À titre d'exemple, quand je suis allé travailler en Ukraine, j'ai dû présenter déjà des diplômes et le fait que l'emploi que j'allais occuper ne se faisait pas au détriment d'une personne locale. Et enfin, l'Ukraine fait tout pour maintenir ses frontières. Contrairement à d'autres pays où les frontières s'effacent, l'Ukraine fait vraiment tout pour maintenir ses frontières. Donc on est sur un pays qui fait tout pour maintenir la protection de sa nation. Après, pour le peuple, il y a quand même encore des problèmes plus locaux, mais d'un point de vue général, ces points sont d'abord très importants à souligner. 1. Des paysages variés. L'Ukraine est le second pays par la taille en Europe après la Russie et devant la France. Contrairement aux pays d'Europe de l'Ouest, l'urbanisation est bien plus faible et on a des paysages vraiment très très intéressants, où il n'y a pas d'éoliennes pour polluer sa photographie ou de lignes à haute tension traversant des zones montagneuses avec un château à côté. Les paysages sont très variés et sont typiques de ce que l'on trouve en Europe, à la fois d'immenses plaines fertiles, de grandes forêts, surtout au nord, des vallées, surtout à l'ouest et dans le Donbass, et des montagnes, comme les Carpates à l'ouest. Dans le sud, en Crimée, les paysages sont plus méditerranéens, très secs, avec des montagnes et un climat beaucoup plus agréable l'hiver. Avant l'agriculture intensive du pays, une bonne partie du territoire était composée de steppes. Aujourd'hui, on les retrouve surtout dans le sud et à l'est, dans la région de Donetsk et de Luhansk.
pays où il faisait bon vivre, surtout avant 2014 avec les problèmes au sud et la guerre à l'est. Voici une citation du poète et écrivain Тараса Шевченко. «Було колись добре жити на тій Україні», que l'on traduit par «Il fut un temps où il faisait bon vivre dans cette Ukraine». Vous écoutez la chanson traditionnelle Kwitka Dusza. Як зелений шовк, ранок прийшов, але квітку не знайшов. Ой, доцвіла, та не квітка красна. Ой, то душа, квітуча і жива. Лесений сім, дай Бог, вірний сил, дай Бог. Щастя
Une petite histoire me revient en voyant ces photographies de chiens divagants. C'est la corruption. Certaines personnes ont en premier mot à la bouche la corruption quand on parle d'Ukraine. Vu la situation que l'on a en France, où bien sûr on ne parle pas de corruption, mais de fraude sociale, fraude fiscale, conflit d'intérêts, abus de biens, abus de privilèges, etc. Bref, tout cela c'est de la corruption également. Donc les gens qui critiquent systématiquement l'Ukraine pour la corruption devraient regarder en France par exemple les péages. Pourquoi en Espagne les péages sont presque tous redevenus gratuits, donc plus de péages, ou alors pourquoi d'un seul coup dans une mairie le maire change, des terres non constructibles et parfois inondables deviennent constructibles. Donc il y a également des problèmes en France. Il vaut mieux d'abord faire le ménage chez nous avant d'aller critiquer les autres. Donc quel lien avec ces photographies de chiens? Eh bien, en Ukraine, je n'ai pas vu de corruption. D'ailleurs, je crois que c'est le seul pays au monde où c'est la police qui m'a donné de l'argent une fois, car j'avais eu un problème. Par contre, j'ai vu des gens tenter de corrompre. Donc il faut bien se souvenir qu'il y a un corrompu et un corrupteur. On insiste trop souvent sur les corrompus, mais la responsabilité du corrupteur est également évidente. Et le coupable n'est pas responsable ou le contraire, on le fera à d'autres. Donc là, le lien avec les chiens. Donc je voulais rentrer chez moi et une zone de chantier était protégée par quelques chiens qui, à mon approche, aboyaient. Et comme il n'y avait pas d'autre chemin et qu'ils aboyaient fort, j'ai donc feinté. Je leur ai proposé contre mon passage de la nourriture. Donc c'est pour cela que si l'on parle de corruption en Ukraine, ce que j'ai fait, j'ai corrompu des chiens pour passer sur une route en plus qui était publique. Donc ils n'avaient vraiment rien à faire ici. Qu'un gang de chiens contrôle les rues quand même, c'est terrible. Mais avec les chiens, l'avantage c'est qu'on peut toujours négocier. Ce n'est pas comme certains humains sauvages, on ne peut même pas parler. Ici, on offre un peu de nourriture et ils vous laissent passer. Également, la suite au sujet des chiens, des chats. Là, j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse franche. En France, quand un chien est errant ou un chat est errant, on l'enferme, voire on l'euthanasie, pour faire simple. Dans d'autres pays, on les laisse vivre leur vie, même si c'est dur, surtout quand il y a de la neige, au moins sélection naturelle, s'ils sont forts ils survivent, sinon ils meurent. Donc là je m'interroge vraiment sur, au niveau de nos principes, de nos valeurs de progressisme et d'humanisme, est-ce que c'est vraiment bien d'enfermer des chiens et des chats, parfois à vie s'ils ne sont pas adoptés, alors que s'ils avaient été dans la nature, ils auraient pu profiter de leur liberté. Donc là, j'ai quand même des doutes. 4. Un pays qui peut être rude. Rude à la fois en termes climatiques et également en termes de conditions de vie. D'un point de vue du climat, on est sur du continental sur la majorité du pays, ce qui fait qu'il fait froid, voire très froid, l'hiver, avec très peu de soleil et parfois beaucoup de neige. Avec le réchauffement climatique, les hivers sont moins froids qu'avant, mais tout de même, cela se ressent. Encore, on peut arriver sur du moins 20 degrés fréquemment dans le nord de l'Ukraine. Cependant, les transports ferrés comme le métro, qui est beaucoup à l'air libre en rive gauche de Kiev, et le réseau de tramway, comme on voit à l'image, fonctionnent même quand il y a de la neige. Les routes, même si elles ne sont pas forcément toutes déneigées, avec des pneus neige, la circulation se fait au ralenti, mais il est rare vraiment d'avoir des paralysies totales du pays pour 1 ou 2 cm de neige. La rudesse peut se voir aussi très loin, à l'autre bout du pays, comme ici dans les Carpates. Comme à l'autre bout du monde, on peut avoir des ponts suspendus. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir de vrais ponts suspendus qui permettent de relier quelques maisons au reste du village. D'ailleurs, sur cette image, on comprend très bien que l'on est en Ukraine.
avec les couleurs qui sont peintes également ici. Donc avis aux amateurs de ponts suspendus, c'est toujours une expérience de traverser ce type de rivière. Toujours rude au niveau des conditions, l'ouest du pays qui, comme on voit, n'a pas forcément des routes très goudronnées et rudes pour les transports. Quand on voit des poids lourds utiliser ce type de piste, c'est assez étonnant. Et pour les véhicules, la fragilité et l'usure augmentent. Donc ici, c'est intéressant de voir un arrêt-bus sur une route qui est vraiment sur une carte, mais sans le goudron. Donc certaines régions, il faut avoir une bonne voiture et surtout ne pas rouler vite. Exemple ici justement d'un poids lourd qui emprunte cette route. Et un peu plus loin, un passage piéton où forcément on ne peut pas vraiment mettre les lignes blanches vu qu'on est directement sur des cailloux et de la terre. Donc pour ceux qui veulent voir des pistes et des routes exotiques, il n'y a pas besoin ni d'aller en Afrique ni à l'autre bout de la Russie pour voir cela. Après, l'Ukraine se développe et d'ici quelques années, toutes les routes seront goudronnées, mais on pourra toujours trouver un petit peu d'exotisme ou de rudesse, car autant l'été, cela passe dans le exotisme, mais l'hiver, avec la neige, là, l'histoire est vraiment différente, ou avec les inondations. En plus des inondations, toujours le même type de route, il peut y avoir parfois des problèmes, comme ici. Le tout étant que le rocher tombe au moment où personne ne passe. Toujours sur les routes qui peuvent être rudes, voici le témoignage de ma voiture, ou plutôt de la roue d'une de mes voitures. Ça doit être l'arrière droit. À la proximité de la Roumanie, il pleuvait, il y avait de l'eau, des trous, et de l'eau qui recouvrait les trous. Et d'un seul coup, bam! Donc on entend un gros boom, et le pneu est éclaté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la jante est tordue du côté du choc, mais également de l'autre côté, à l'opposé. Rude aussi par rapport à la qualité de l'air. Étant un pays qui a été beaucoup industrialisé, à l'époque de l'URSS, l'Ukraine était la seconde puissance économique, donc seconde puissance sur les 15 pays que comprenait l'URSS, et également seconde puissance économique sur tous les pays du bloc de l'Est. Dans chaque ville, il y avait ainsi beaucoup d'usines. Exemple ici à Kiev. Et pour la qualité de l'air, c'est assez compliqué, surtout l'hiver. Et rude, encore une fois, pour les conditions climatiques. Avec les immenses forêts, surtout au nord, parfois il y a des feux de forêt, et ils sont d'une ampleur très importante. Ici, une vue du nord de Kiev, où le soleil apparaissait vraiment rouge, et les immeubles entièrement dans la fumée. Pareil sur la photographie suivante, où on distingue des ombres d'immeubles avec un soleil vraiment rouge. Et d'autres quartiers également entièrement en fumée. Toujours sur les routes, dans les pays de l'Est, globalement, la vitesse est un problème. Illustration ici avec le véhicule qui a fait une sortie de route et qui a tapé un poteau. 5. Un pays à la fois urbain. Alors on va présenter quelques images de l'urbanisation dans certaines villes, surtout Kiev, ici dans cette première image. Différentes tours et bars au nord de la ville. Toujours au nord de la ville, une vue en noir et blanc qui montre bien des agencements géométriques
très étudié du temps de l'Union soviétique. La construction d'un nouveau quartier ne laissait rien au hasard. Tout était géométriquement bien tracé et tout était réfléchi à l'avance. L'emplacement des immeubles, leur taille, également le placement d'écoles, d'hôpitaux, de promenades, l'accès au métro qui était prévu et qui a été réalisé. Tous les immeubles ici sont vraiment selon deux modèles. Les modèles de 8 étages et ceux de 16 étages un petit peu plus récents. Et après viennent se greffer dans les années suivantes, fin des années soviétiques, d'autres immeubles. Et après, par-ci par-là, des immeubles modernes, car il y a encore un peu de place. Et avec les décennies, les arbres ont grandi et on a des quartiers qui sont assez verts et assez tranquilles. Ensuite, une autre vue là bien urbaine, cette fois-ci de l'autre côté, au nord-est de Kiev, le quartier Trayeshima, avec au fond des centrales thermiques et devant différents immeubles. La centrale thermique ici qui a l'une des cheminées les plus hautes de Kiev. Après une autre vue du toit vers le centre-ville. Donc Kiev est une ville qui grandit vite. Toutes les décennies, il y a un grand nombre de nouveaux immeubles et il n'y a pas vraiment de respect de la ligne du ciel, de la skyline. On peut construire un grand immeuble à côté d'un immeuble historique, ça pose malheureusement pas trop de problèmes. Après, il faut bien loger les gens et faire des bureaux, donc la question est toujours ambiguë. Une autre vue de l'autre côté avec des immeubles classiques de Kiev avec des grandes avenues. L'espace vert à droite, c'est un cimetière au pied de la voie ferrée. Une vue sur les quartiers sud, ici le boulevard périphérique, avec une ligne de trolleybus. Beaucoup de véhicules passent ici, surtout beaucoup de camions. Une vue typique de Kiev, avec des immeubles tout aussi typiques, avec une voie de tramway. C'est ici en 2022, fin février, qu'ont eu les seuls et uniques combats qui ont eu lieu dans la ville de Kiev. Quand j'ai vu les images sur l'avenue où j'allais prendre le métro presque tous les jours, ça fait un choc. Des quartiers un petit peu plus modernes dans le sud. Donc pour gagner de la place, comme dans beaucoup de villes, on construit vers le haut. Mais également, il y a toujours beaucoup de parcs. Dans l'esprit soviétique, les villes devaient être propres et offrir des lieux de culture ou de beauté, offrant un cachet, donnant un cachet à la ville et au quartier. Donc ils ont conservé cet esprit. Et globalement, les centres-villes et un peu périphérie, tant qu'il y a des immeubles, en général, c'est très propre. Et même s'il n'y a pas énormément de poubelles, les gens, c'est très rare qu'ils laissent leurs déchets derrière eux. Après, à la campagne, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de lieux où c'est bien sale, mais dans les villes, c'est bien entretenu et le comportement des citadins est correct au niveau de la pollution. C'est pas comme certaines villes en France où il y a une poubelle tous les 20 mètres et que des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, mettent quand même leurs déchets à côté de la poubelle, ou à Paris même, où certaines personnes confondent un trou dans la rue avec une poubelle. Ça vraiment, on appelle ça des comportements sauvages. Une autre vue, ici à Kharkiv sur la place Lénine. Donc bien sûr c'était avant la guerre, car les façades d'immeubles ne sont plus. D'ailleurs certains immeubles ne sont plus tout court. Cette place est certainement l'une des plus grandes d'Europe. J'ai vu un petit peu sur le côté pour voir la taille. Et
la vue vers la bouche de métro. C'est ici on a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux où des personnes avaient filmé des impacts de missiles au moment même où ils sortaient ou rentraient du métro. Et l'immeuble derrière, l'administration de la ville, eh ben, il reste les piliers, mais la façade, les vitres et l'intérieur, il n'y a plus. Une autre vue dans le centre-ville de Kharkiv, donc la ville d'1 million d'habitants à l'est, qui a subi beaucoup de bombardements et beaucoup de destruction en 2023. Donc ici c'est intéressant, il y a un thermomètre géant. Donc ce jour-là il faisait un peu plus de 34-35 degrés. C'est sympa d'avoir un thermomètre géant dans la ville. Donc le centre-ville avec une architecture vraiment classique. Une vue sur une des universités de Kharkiv, à l'époque où le bâtiment était encore en état. Et quand on parle de Kharkiv, il faut parler du plus grand marché couvert d'Europe. Et là, ça c'est vraiment sûr. Donc on a dit 1 million d'habitants et autre spécialité de la ville, aucun centre commercial avec des hypermarchés. Donc les Auchan, Carrefour, Leclerc, il y a Auchan, beaucoup en Russie, pas mal en Ukraine, surtout à Kiev. Mais ici, les petits commerces ont résisté. Et donc il y a une station de métro qui dessert directement le lieu, enfin il dessert toujours. C'est juste que depuis les bombardements, c'est plus vraiment pareil. Et donc on a un marché couvert extrêmement grand et tout est organisé par secteur. Donc un secteur c'est la nourriture, un secteur c'est les jouets. Ici, a priori, c'est le secteur vêtements. Ici, dans la photo suivante, c'est encore un secteur vêtements. Et une vue qui est vraiment, on va dire, exotique, un colporteur. Donc une personne qui va de stand en stand et qui propose des boissons, un thé chaud et un peu de nourriture. Dans ce marché-là, il y a une importante communauté de personnes venant d'Asie. En général, en Ukraine, il y a très peu de personnes ayant des origines étrangères, mais ici, dans ce marché, il y a pas mal de personnes asiatiques qui sont là pour travailler. Et bien sûr, ça se passe bien. Une vue sur les transports de la ville, donc Kharkiv, qui est une ville qui s'illustre au niveau de la qualité et de la beauté de ses parcs, qui a d'ailleurs reçu au moins une reconnaissance internationale pour ses parcs. Et bien, tous ces autobus et ici trolleybus sont verts. C'est assez rare et également cela égaye le paysage, alors qu'à Kiev c'est plutôt jaune. Donc chaque ville a un peu sa couleur, ça fait toujours plaisir à voir. Derrière un magasin où on semble voir des robes de mariée. D'autres vues montrant l'urbanisation. Ici, un échangeur avec un pont traversant le Dnipro à Kiev. Et encore un autre pont, donc pont semi-suspendu, au nord de Kiev, avec pas mal de sable. Quelques vues la nuit. Donc en Ukraine, beaucoup de personnes aiment se reposer ou explorer les toits. Ça peut être un peu dangereux, il ne faut pas avoir le vertige, mais en tout cas c'est une pratique commune. Et pas utiliser les toits pour faire pousser des choses pas légales, hein. Juste se reposer, prendre un thé avec les amis, des choses, on va dire, des choses correctes, et en plus faire des photos. Et la nuit, le paysage urbain est vraiment très intéressant. Comme on peut le voir sur cette photo, on comprend bien le nombre d'appartements éclairés. Une autre vue, un petit peu pareil, là, cette fois-ci la lune, qui se lève à côté d'un immeuble moderne, tellement moderne qu'il n'était pas encore vraiment terminé. Même immeuble en dézoomant.
6. Mais également rural. Quand on va en Ukraine, on a souvent tendance à ne visiter que les grandes villes et à se désintéresser de la vie à la campagne. Pourtant, il y a de très belles choses à voir. Ici, cette photographie est vraiment typique de ce que l'on peut trouver dans les plaines ukrainiennes, mais pas que, en Pologne, Russie, Pays-Baltes, c'est le même principe, donc des grandes routes bordées de bouleaux. Donc les bouleaux sont vraiment une espèce d'arbre typique de ces zones relativement humides. Comme on le voit, beaucoup de chemins ne sont pas goudronnés, et d'ailleurs pourquoi? Quelqu'un disait les petits chemins de notre enfance. Ceux qui ont cette nostalgie en Ukraine seraient parfaitement ravis. Parfois, on ne voit pas vraiment de richesse. Certains villages n'ont pas de maisons très très riches, mais il faut toujours se souvenir que la vraie richesse est la richesse intérieure. Donc là, toujours les petits chemins de notre enfance et des vues sur des montagnes. Ici, une ferme typique au sommet d'une montagne dans les Carpates. Ainsi, pas d'eau, pas d'électricité. C'est la vie vraiment en autonomie. Dans la plaine, une maison traditionnelle de la région d'Ivano-Frankivsk, donc les Carpates ukrainiennes. Une autre dans les montagnes, une petite maison relativement bien décorée. On a beaucoup de maisons en bois. Et étrangement, malgré l'abondance de pierres, comme c'est une région montagneuse, les gens construisent traditionnellement en bois. Donc les maisons totalement en pierre, comme on a en France, beaucoup, peu importe la région, sauf vraiment le nord. Mais par rapport à la France où il y a beaucoup de maisons en différents types de pierres, dans d'autres pays, le bois est beaucoup plus fréquent. Pour montrer l'intérieur typique d'une maison. Les maisons anciennes ont un plancher et un plafond, donc le plancher est un peu surélevé par rapport au sol et le plafond est relativement bas. Donc il ne faut pas faire plus de 2 mètres, sinon on touche le plafond ou alors certaines poutres. Bon, en fait, c'est un petit peu comme dans certaines fermes et longères en France, c'est un peu le même principe. Donc là, on revient vraiment dans le passé. Et c'est intéressant à voir. Il y a également de jolis meubles et vraiment l'abondance du bois. Pour l'eau, dans beaucoup de villages, c'est le puits qui fournit l'eau courante et il faut aller le chercher. Pareil pour les toilettes, comme dans beaucoup de pays, les toilettes sont dans le jardin. L'été, cela va. L'hiver, quand il fait -20, et une pensée spéciale pour les Yakoutes, quand il fait -40, -50, eh bien, on retrouve l'utilisation du pot de chambre. Les entrées de village sont souvent décorées, comme ici à l'exemple Marianivka, au nord de Kiev. C'est un pays de culture. Vous écoutez Sonce Nizenko. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько, спішу до тебе, та й не застану, спішу до тебе, та й не застану, вийду на гору, та й плакать стану, спішу до тебе, та й не застану, вийду на гору, та й плакать стану. Голуб, голубчик, голуб,
Ой, біжить милий мостом длинненьким. Ой, біжить милий мостом длинненьким. Накрий милую платком біленьким. Ой, біжить милий мостом длинненьким. Накрий милую платком біленьким. Вставай, милая, довольно спати. Вставай, милая, довольно спати, як ми гуляли, будем гуляти. Вставай, милая, довольно спати, як ми гуляли, будем гуляти. Не встану, милий, гуляй з другою. Не встану, милий, гуляй з другою, бо моє серце вже під землею. Не стану, милий, гуляй з другою, бо моє серце вже під землею. Не стану, милий, гуляй з другою, бо моє серце вже під землею. 8. Et de tradition. Comme tous les pays européens, la tradition et la culture ne sont pas nées avec l'arrivée plus ou moins souhaitée du christianisme. Le pays a conservé quelques traces de ce riche passé, avec, par exemple, quelques dolmens et des roches droites, comme ici sur l'image. Spécificité à l'Ukraine, on trouve également des kurgans qui datent des sites, donc ce sont vraiment des restes d'anciennes sépultures formant des collines. Les sites existaient il y a plus de 2000 ans, échangeaient avec les Grecs et parcouraient un grand territoire allant de l'Ukraine jusqu'à l'Altaï. C'était des peuples nomades. À part cela, il y a également des restes grecs et romains. Ici, la roche droite qui pointe vers le ciel, le principe de pointer vers le ciel, a été repris avec les nouvelles religions. L'Ukraine est majoritairement orthodoxe, mais il y a également des églises catholiques et un petit peu protestantes. Donc la religion a changé, mais le désir de croire est toujours là. Les bâtiments orthodoxes ici sont relativement classiques du XVIe, XVIIe siècle. C'est relativement récent. Chaque ville a son propre monastère ou sa cathédrale. Parfois il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'édifices religieux à Kiev, ville qui était surnommée également l'équivalent de Constantinople en raison du nombre important de ces églises, des icônes et des reliques qui sont à l'intérieur. Neuf, moderne. Après des décennies maintenues dans l'Union soviétique, il n'est pas facile de trouver des éléments modernes. Le retard à rattraper était vraiment très important. Aujourd'hui, il y a des points qui montrent une certaine modernité sur certains points et qui sont justement, ici comme à l'image, des voitures hybrides et après hybrides rechargeables pour la police. Donc ça, par exemple en France,
sous réserve d'acheter du matériel fabriqué en France, l'environnement est défavorisé. Donc vraiment acheter des véhicules hybrides pour des véhicules de patrouille qui roulent en ville presque tout le temps, en soi, c'est moderne, surtout que ces photographies ne datent pas d'hier, mais cela fait déjà une dizaine d'années qu'il y a des véhicules hybrides dans la police dans toute l'Ukraine. Donc ça, c'est un point à souligner, et depuis quelques années, depuis 5-6 ans, qui sont remplacés progressivement par des hybrides rechargeables. Donc on est vraiment loin des moteurs diesel avec leurs fameuses particules. Donc c'est un point qui est important à souligner. Donc voir vraiment des véhicules hybrides, pour les gens qui connaissent les véhicules, ça donne vraiment une image à première vue positive du pays. Dans la modernité, on a également beaucoup de nouvelles constructions. Les immeubles modernes sont souvent très colorés et le cadre de vie est très agréable. Comme je le dis souvent, pour l'équivalent du prix d'un local poubelle dans une ville malfamée autour de Paris ou de Lyon, pour ce prix, on a un 3 pièces dans Kiev. Bon, en ce moment, c'est pas le moment, mais avant et après, à qualité de vie égale, c'est intéressant. Comme on disait, il y avait de nombreuses usines et industries dans toutes les villes qui sont progressivement démantelées, détruites et effacées. Et des quartiers d'habitation voient le jour à la place. Ici, un exemple très intéressant d'immeuble d'une petite dizaine d'étages où chacun présente des couleurs différentes. Et il y a sur une surface de plusieurs hectares des dizaines et des dizaines d'immeubles de ce type. Donc dans une ville qui n'est pas forcément gaie, surtout dans les quartiers construits à l'époque de l'Union soviétique, voir vraiment toutes ces couleurs-là, cela, encore une fois, est gai et rend les choses plus claires. Parfois, il ne faut pas beaucoup pour améliorer le cadre de vie et donner un petit sourire aux gens. Car vraiment, les habitats soviétiques, c'est un peu difficile, à moins d'être habitué depuis la naissance. La vie dans des appartements petits au plafond bas avec une lumière qui crépite un peu en mode sous-marin, il faut être habitué et surtout ne pas être claustrophobe. Donc voir de nouveaux immeubles de toutes les couleurs, c'est positif. Il y a également quelques immeubles d'affaires, donc bien sûr on est loin du dynamisme économique de la cousine Varsovie, mais quand même il y a eu un développement également dans ce sens. Et d'autres immeubles de loin assez curieux, comme ici un bâtiment avec différents rectangles de toutes les couleurs. Donc pareil, cela est gai, surtout dans un quartier avec des bâtiments soviétiques des années 60, 70 et 80 qui sont ternes et tous identiques. L'uniformité tend à disparaître. Et une vue sur des immeubles d'une quinzaine à vingtaine d'étages, avec au pied une enseigne que l'on connaît bien et qui est également habituée des pays de l'Est. Ici pareil, beaucoup de couleurs, cela rend le paysage urbain plus agréable. Ici, au bord du Dnipro, le fleuve qui traverse Kiev du nord au sud, des immeubles en forme de voile également très jolis avec un style moderne. Et enfin, de la modernité également dans les trains où le retard était vraiment et est toujours très important, il y a quand même quelques trains modernes. Ici, pour ceux qui arrivent à lire, du Hyundai, équipement ferroviaire ici, sud-coréen. Donc Hyundai ne fait pas que des voitures, mais également des trains. 10. Mais gardant trace du passé. À l'image, on voit une vieille croix gravée en pierre. Sa forme rappelle un petit peu la croix occitane, en tout cas dans certaines premières versions.
Il y a certainement une origine commune qui pourrait même être pré-christianique. Allez, un peu de musique avec Tzvite Tearen. Un pays qui travaille. L'Ukraine n'a pas les moyens d'offrir une politique d'assistanat à ses concitoyens. Pour avoir de l'argent, il faut donc travailler. Il n'y a pas de PAC, pas de RSA, pas d'APL, pas de CAF, pas d'AMU, etc. Il n'est pas rare en Ukraine de revoir sortir les chevaux, non pas pour faire de l'apparat ou pour le loisir, mais bien pour travailler
dans les champs. En Ukraine, les gens se souviennent et savent toujours que le cheval reste un outil de travail, surtout quand il n'y a pas assez d'argent. Un petit peu comme dans les villages, dans les campagnes en France, jusque dans les années 60, même 70, dans les endroits reculés où à peu près chaque famille à la campagne avait un cheval, ou parfois qui était partagé. Donc en Ukraine, le travail au champ est vraiment quelque chose de fréquent. Et s'il n'y a pas de champ, il y a le jardin. En zone rurale, quasiment toutes les maisons, en tout cas toutes les maisons habitées, ont un jardin potager. Et comme les récoltes sont bonnes grâce à une terre de bonne qualité et un climat en général propice à l'agriculture, la plupart des gens arrivent à vivre et à survivre. Et en cas de surproduction, l'excédent est quasiment tout le temps vendu au bord de la route, comme dans d'autres pays à l'Est. Également sans surveillance et personne n'aurait l'idée de voler les pommes de terre, les radis, les navets, les framboises, les cerises de la personne qui a sué pour cultiver et pour produire. 12. Et où la richesse profite également qu'à certains. Citation du célèbre homme de lettres ukrainien Ivan Franko. Хто здобуде всі скарби землі і над всіх полюбить, той сам стане їхнім рабом. Скарби душу загубить. Qu'on va traduire plus ou moins exactement par celui qui obtient tous les trésors de la terre et qui les aime plus que tout deviendra lui-même leur esclave et perdra les trésors de son âme. Pour illustrer cette partie, l'exemple choisi est la résidence de Miejiguria, voulant dire entre les collines, qui était une résidence d'État et qui est passée une résidence privée au temps du président Yanukovych. C'est celui qui a fui en Russie après Maïdan. Et à la fin février, comme des milliers et des milliers d'Ukrainiens, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre sur place. Sur cette image, on voit vraiment la foule qui s'empressait dans le calme de visiter l'ancienne résidence présidentielle privée. Il y avait beaucoup de monde, comme on peut le voir également sur cette image où l'on se stationnait là où on pouvait. Ici, toujours l'Axantia, qui est allé 2 fois en Russie, 3 fois en Ukraine, qui a survécu aux hivers froids, et elle aussi à la révolution de Maïdan. Alors, autour, pareil, pas de goudron, et cela montre bien que les richesses allaient chez certains, mais pas pour le bien commun. Heureusement, depuis la Révolution, l'importante résidence privée est redevenue publique. Voici un des portails d'entrée, où la foule également se massait dans le calme. Donc aucun débordement, aucun pillage, aucune scène d'émeute. Les gens étaient tous respectueux les uns des autres. C'était un petit peu comme visiter Versailles après la chute du roi. C'était un petit peu cette ambiance-là. C'était découvrir là où vivaient les privilégiés. Et surtout les privilégiés sur des biens qui autrefois appartenaient à l'État. Donc là, on est vraiment dans ce qui ressemble le plus à des voleurs présidents
ce qu'il y a également dans d'autres pays voisins de l'Ukraine. Ici une vue du parc avec beaucoup d'arbres, des plans d'eau. Le parc total avec toutes ses dépendances fait plus de 100 hectares. Des allées bien pavées, pas un seul trou, des passerelles, des passages secrets, un accès direct au lac de Vyshgorod, autrement dit appelé la mer de Kiev. Le tout dans une zone très calme. Donc là c'était en hiver, fin février 2014, je me souviens c'était un dimanche. Et malheureusement on n'a pas pu voir au printemps car il y a beaucoup de fleurs, de parterres de fleurs. C'est vraiment un parc presque féerique. Encore une vue, on voit le défilé des visiteurs, tous curieux de découvrir là où vivait l'ancien président, enfin le président en fuite, et surtout dans quel cadre il vivait, et ce alors que beaucoup d'Ukrainiens avaient du mal à joindre les deux bouts. Et voici maintenant la célèbre propriété qui a été beaucoup transformée, surtout depuis qu'elle était passée en résidence privée. Donc de loin ça ressemble à un grand chalet. À première vue on est sur un mélange de genres. Je me souviens au début cela m'avait assez surpris car c'était assez chargé, mais avec l'expérience ou avec l'habitude, je ne sais pas, au final c'est pas si chargé que ça et c'est même joli. Donc on est bien dans un mélange de genres mais qui ne choque pas, en tout cas d'un point de vue architectural. Après d'un point de vue le nombre de millions d'euros qui sont passés dans le parc et dans la maison et dans l'entretien, alors qu'autour on a vu des routes, en fait des pistes plutôt, c'est surtout cela qui choque. L'inégale répartition des richesses et surtout le fait que quelqu'un s'octroie des biens sur le patrimoine du pays. Une autre photo ici vue sur le côté avec un joli escalier et des semi-colonnes qui sont censées rappeler les anciens temples et édifices grecs en Crimée. Une vue de face. Donc là, comme on disait, les gens, c'était la visite familiale du dimanche, du samedi, du jour d'après également. Donc au total, vraiment des milliers, des dizaines de milliers de gens ont visité le parc. Par contre, l'intérieur était vraiment fermé. Mais comme on disait, aucune dégradation, tout s'est fait dans le respect des autres. Et ça, c'est vraiment bien. Le peuple était vraiment très autodiscipliné. Une petite vue vers l'intérieur à travers une vitre. Donc, comme l'ont mis et indiqué les reportages de l'époque, c'était une résidence très luxueuse. Bon, là, on confirme. Une autre vue de l'intérieur, toujours à travers les vitres. Le classique, la maison du seigneur, on pourra dire. Enfin, plus que le seigneur, la maison du roi. Une vue sur les fausses colonnes grecques. Le rendu est pas mal. Si ce n'est bien sûr que cet argent aurait pu servir à autre chose. Une vue sur l'étang principal. Donc on était bien en février, il faisait assez frais. Une autre vue, un petit kiosque légèrement au-dessus de l'eau, très cosy comme on dit, très agréable. Il devait vraiment avoir la belle vie. Cela doit quand même lui manquer aujourd'hui. On ne sait pas exactement où il est,
mais en tout cas sa belle résidence privée doit lui manquer. Tant mieux. Donc voilà un petit peu pour illustrer que certaines richesses profitent à certains, surtout quand les richesses sont volées. Donc une déjà des conséquences de la révolution de 2013-2014 est que les biens spoliés sont redevenus à l'État. 13. Un pays qui connaît son histoire. Tout d'abord un petit clin d'œil à l'histoire géologique de la Terre, ou comme l'on voit ici sur une école, la frise géologique passée. Donc dans une ère où on est de plus en plus influencé par des idées obscures, des rappels géologiques sur l'histoire de la Terre sont toujours positifs. Pour l'histoire récente et l'histoire humaine, l'Ukraine a longtemps essayé de survivre face à des voisins envahissants de tous les côtés. Il y a eu quelques essais d'indépendance, mais la véritable indépendance de l'Ukraine est survenue en 1991 à la suite de la disparition de l'Union soviétique. Ici sur cette photo, on est dans le parc de Babi Yar au nord-ouest de Kiev, un monument en l'honneur des quelques 100 000 personnes, dont beaucoup de juifs, qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, pareil, le monument commémorant les victimes, en particulier de la communauté juive. Ce monument se trouve à côté de la tour télévisée de Kiev, qui abritait, car elle fut visée par des tirs de missiles en 2022, donc qui abritait les grandes chaînes, ou certaines grandes chaînes nationales ukrainiennes, ainsi que des studios. Pour augmenter mon score de gauchitude, petite citation de Karl Marx que j'ai pu à peu près retrouver, qui disait « L'histoire se répète, mais la seconde fois, c'est une caricature ». Donc à l'endroit même où, pendant la Seconde Guerre mondiale, des massacres ont été commis, au même endroit, en 2022, le pays voisin de l'Est envoie des missiles et tue et continue à tuer lui aussi. L'histoire est également beaucoup connue pour les différentes batailles pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des monuments et sculptures glorifiant le travail des soldats, comme ici sur cette image. Ou ici, où on est dans une sculpture de style vraiment classiquement soviétique, un soldat avance, le fusil à la main, et semble protéger ce qui est à l'arrière. Chaque ville possède son monument aux morts, et dans certains cas, comme là ici dans la ville de Kharkiv, 1 million d'habitants à l'est, légèrement nord-est, le monument aux morts est très imposant. Donc voici l'entrée avec 2 grandes fresques, de grands parterres de fleurs, vus de face. Donc on retiendra toujours que la Grande Guerre patriotique, donc la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, n'a pas les dates exactes comme chez nous. Ils n'ont pas les mêmes dates. Donc en 1939, pendant que l'Angleterre et la France luttaient contre l'Allemagne, l'Union soviétique était encore sous l'effet du pacte germano-soviétique. Ils ont commencé en 1941. Et après, on voit un monument d'une grande taille
après une longue allée bien polie, bien lisse. Donc il y a beaucoup de monuments vraiment commémorant les victimes, surtout militaires, de la Seconde Guerre mondiale, et l'Union soviétique au passage en profitait pour faire sa glorification des héros. Mais bon, c'est normal, chaque pays a besoin de héros, et justement, il faut s'inquiéter quand dans un pays, quand une nation n'a pas de héros. 14. Et pouvant se dresser pour changer son destin. Ici, la première manifestation massive avant les événements de Maïdan, le 24 novembre 2013, sur la place de l'Europe à Kiev. L'appel de presque tous les partis politiques et organisations civiles fut entendu par une partie du peuple, qui fit des rassemblements dans de nombreuses villes comme ici, afin de dénoncer la volonté du président actuel, toujours le même, Yanukovych, qui avait fait volte-face par rapport au rapprochement avec l'Union européenne. Donc c'est pour cela que pendant toute la durée de la révolution de Maïdan, on voit des drapeaux de l'Union européenne ainsi que d'autres nations inclus dans l'Union européenne. La suite des événements et l'occupation permanente de la place de Maïdan a été déclenchée par un détail par rapport à la grande histoire. Comme souvent, il s'agissait de violences policières. La mobilisation suivante fut en réponse à des violences policières sur des jeunes qui furent juste évacués de force avec quelques petits coups de matraque. Donc par rapport aux gilets jaunes, personne n'a perdu de bras, personne n'a perdu d'œil, personne n'est mort, enfin, par rapport à ce que nous on peut connaître, c'était des petites violences, quelques coups, mais personne n'a perdu l'usage de membres, quels qu'ils soient. Et donc à la suite de ces violences policières, le peuple s'est rassemblé à dénoncer ces violences, et la place de Maïdan a été occupée. Ça a été un début et elle restera occupée jusqu'à la fin. Donc voici les photos qui parlent d'elles-mêmes, je ne fais plus de commentaires. Révolution bleue Cléchatique, Kiev, 1er décembre 2013. Важкі часи у нас настали, та нас з тобою не зламали. На схід і захід хочуть поділити, та волю нашу їм не зупинити. Та ми ніколи не станем на коліна, і буде жити вільна Україна. А якщо треба, то станемо до бою, бо схід і захід разом із тобою. Важкі часи у нас настали.
Плине кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Плине кача по тисині, плине кача по тисині. La chanson était Plive Kacha Potisini. Après cette chanson, c'est dur de continuer, mais on comprend pourquoi beaucoup ont perdu le sourire à la suite de ce premier événement. Avant, en Ukraine, les gens étaient très souriants, mais l'accumulation de tragédies fait que le monde change. Pour moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de mois à retourner sur la place de Maïdan. Et même quand j'y allais, c'était vraiment de manière forcée. Et quand on voit après les touristes prendre des photos, faire des signes de victoire, c'en est même offensant, on va dire, de voir tant d'insouciance
alors qu'il y a eu tant de décès. Ça fait de la peine. Поздравляю вас з 23-ю річницею незалежності України! Voici quelques images prises autour de la seconde zone d'exclusion de Tchernobyl. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, c'était en 1986 et il y a eu des répercussions très graves sur les trois pays, Ukraine, Biélorussie et Russie, entraînant des zones d'exclusion dans lesquelles il y a eu évacuation des populations. En Ukraine, on peut traverser certaines de ces zones et on découvre des villages et parfois même des petites villes abandonnées. Et le cœur de la zone d'exclusion concerne le bourg de Tchernobyl et surtout la ville de Pripyat sur les bords du Dnipro où il y avait la centrale nucléaire et la ville construite pour loger les travailleurs, les familles et toutes les personnes en lien avec cette centrale nucléaire. On peut néanmoins s'approcher de la zone d'exclusion, là comme on voit sur cette image, où la végétation reprend peu à peu sa place, et au final la route est bouchée, on ne peut pas aller plus loin, en tout cas en voiture. Ici on traverse le pont de la rivière Ouge, et de l'autre côté c'est Oujas. Donc voilà, on voit que la route est bien barrée. Donc ces tas de ferraille sont très certainement radioactifs. Donc il faut faire très attention à la radioactivité, ne pas consommer de produits venant de la terre dans ces zones-là, ne pas boire l'eau de la rivière, enfin ça aussi c'est évident. Pareil les poissons, donc toujours faire très attention. Quand il y a des feux de forêt,
dans les zones radioactives, il faut juste partir le plus loin possible. Et là, une petite vue de la zone d'exclusion où on voit un abribus. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de bus, il n'y a plus de route d'ailleurs, et il n'y a plus non plus de passagers. Donc voilà, la nature reprend peu à peu le dessus. Autour, il y avait un village, surtout avec des maisons en bois. Après 30 ans d'abandon, entre la pluie, le vent, le froid, le chaud et les animaux de passage, la plupart des maisons ont disparu. Par contre, il reste encore les bases, et plus loin, dans les villes, les bâtiments sont encore debout. Pas forcément très longtemps, mais ils sont encore là. Donc là, on a vraiment une illustration de la route qui continuait, ici avec les arbres qui poussent et qui vont sur la route. Donc cela illustre bien que après nous, il y aura toujours la vie.